Bonjour à toutes et bonjour à tous. Selon la formule consacrée, nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir pour la deuxième fois Martine Donnette et Claude Diot de l'association En toute franchise. Ces deux personnages couples dans la vie nous font la chance d'avoir accepté d'être consultants extérieurs de la MDF depuis le mois dernier, ce qui nous permet de pouvoir établir des ponts et des passerelles avec diverses personnalités que vous voyez ici défiler, toutes investies dans la défense et dans l'avenir de notre société. Et nous avons donc la joie d'avoir aujourd'hui parmi nous Claude Diot et Martine Donnette, qui sont tous les deux cofondateurs et cofondatrices de l'association En toute franchise et qui sont rattachés dans notre travail commun au commerce local et à l'artisanat. Comme je vous le disais, nous allons aujourd'hui dans une émission d'actualité, parler bien sûr de l'association En toute franchise, association avec laquelle Martine et Claude, depuis plus de 20 ans, mènent un combat contre les abus de la grande distribution et la défense du petit commerce et de l'artisanat. C'est à ce titre que nous les recevons donc pour la dernière fois. Nous avions dédié, il y a quelques semaines de ça, une émission de fond. Et puis, actualité oblige, avec les municipales 2026, nous passons maintenant à un rythme quotidien, 1 heure tous les midis pendant la coupe méridienne. Et nous avons la chance cette fois-ci que Martine et Claude acceptent de nous partager leur coupure méridienne pour nous expliquer un dossier, puisque nous essayons avec la MDF, l'Association des mairies démocrates de France, de vous proposer des réflexions et de vous présenter des personnes et des configurations très particulières où la corruption, les abus de pouvoir empêchent une grande partie de notre société de fonctionner correctement. Et comme nous sommes dans une démarche de résilience alimentaire, sécuritaire et économique, bien évidemment, c'est avec grand plaisir et grande fierté que nous allons donc parler aujourd'hui d'un sujet en particulier dans cette petite heure qui nous est attribuée. Martine et Claude, bonjour, comment allez-vous tous les deux pour commencer ? Bonjour, je remercie d'abord Stéphane de nous inviter à nouveau. Et on remercie aussi tous les spectateurs et tous ceux qui ont envie de retrouver la démocratie dans notre France, et Dieu seul sait si c'est très compliqué. Claude est un peu souffrant, mais bon, c'est une période à passer. Mais il est toujours là, comment dire, l'esprit vif, voilà. Donc fidèle au poste, oui, ça se voit. Bon, alors moi aussi, je ne vais pas partager mes petits problèmes, mais je pense que ces périodes d'hiver sont compliquées entre les rhumes, les grippes, les Covid qui traînent, la fatigue générale, voilà. Et puis l'âge, malheureusement, ça, oui, c'est quelque chose contre lequel on n'y peut rien. C'est le bénéfice de l'âge. C'est le bénéfice de l'âge, oui. Ça a ses avantages, mais ça aussi, malheureusement, ses inconvénients. Alors, rapidement, pour ceux qui ne vous connaisseraient pas, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, en quelques minutes, nous expliquer ce qu'est cette association En toute franchise, il y a un jeu de mots, bien sûr, dedans, et quel est un petit peu votre parcours à tous les deux et en commun.
pour que nous puissions remettre les choses dans le contexte. Et puis après, nous allons faire, comme à l'école, un cas de figure particulier pour expliquer dans le détail les abus de la grande distribution et aussi le combat que vous menez par l'exemple. Alors, si vous voulez bien, Claude ou Martine, peut-être Martine, aujourd'hui, c'est toi qui vas prendre le micro plus, je suppose, vu l'état de notre ami. Donc, je te laisse, Martine, présenter ton association et le combat que vous menez. Voilà. Alors, notre association n'est pas une association, je veux dire, commune, comme on pourrait les croire quand on est dans un centre-ville. Ce n'est pas une association pour de l'animation, pour avoir des contacts avec les élus. Ce n'est pas l'objet de notre statut. Nous sommes confrontés depuis le départ de notre association, on est confrontés aux malversations dans les dossiers de la grande distribution qui sont présentés devant les commissions départementales et les commissions nationales. Et on se rend compte que malheureusement, les préfets, puisqu'il s'agit des préfets et tout de moins les services du préfet, ne font pas les contrôles suffisamment en amont pour voir que ces dossiers ne correspondent pas d'abord à la loi, puisqu'ils violent les lois. Et en plus, l'objectif de la loi principale, c'est-à-dire la loi Royer, qui permettait de respecter tous les équilibres, eh bien, on voit bien qu'au bout de 50 ans, cette loi n'a pas eu l'efficacité qu'elle aurait dû donner. Et qui en sont les victimes? Eh bien, ce sont les commerçants, le commerce de proximité, l'artisanat, les centres-villes, l'environnement et aussi les agriculteurs, puisque c'est une chaîne, tout en découle. Et on s'est rendu compte que malheureusement, il y avait énormément de favoritisme avec les élus, avec avec les institutions, parce que les institutions pourraient remettre de l'ordre, elles ne le font pas. Et donc, notre association, nous luttons pour que les documents, alors déjà les documents, les plans locaux d'urbanisme, les plans de prévention des risques soient respectés, mais aussi pour que, à l'intérieur des dossiers, ça représente vraiment la réalité, parce que maintenant, ils ne respectent même pas la zone de, l'étude d'impact. C'est-à-dire qu'ils arrivent à éliminer des concurrents de la zone de chalandise pour qu'il n'y ait plus personne pour pouvoir dénoncer un projet. Et ça, c'est avec la complicité de la commission départementale d'aménagement commercial, puisque tous les élus sont conscients qu'il y a un problème et personne ne veut les régler. Il y a le secrétaire de la préfecture qui connaît aussi parfaitement qu'il y a des problèmes dans les dossiers. Après, quand on passe en commission nationale, la commission nationale est incompétente pour regarder les fraudes qu'il y a dans les dossiers. Elle s'occupe de la partie est-ce qu'on peut réimplanter une grande surface, mais elle ne s'occupe pas si les bâtiments, tout a été construit dans l'illégalité. Après, quand on arrive devant les tribunaux, eh bien, dans les tribunaux, c'est pareil, c'est encore l'écrémage, puisque les commerçants et les artisans ne peuvent pas déposer de recours devant les commissions, devant la justice, contre tous ces permis frauduleux. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement des constructions irrégulières. On se rend compte que ce sont des fraudes, et ces fraudes, elles sont avec la complicité des élus. Alors, c'est difficile à faire comprendre aux commerçants et aux artisans indépendants parce qu'eux ne sont pas confrontés directement avec ces commissions départementales et ces commissions nationales. Ça leur passe complètement. Eux, ils sont déjà dans leur boutique. Ils ont déjà des difficultés avec toutes les charges qu'on leur remet vraiment en veux-tu, en voilà. Donc, ils sont déjà confrontés avec leur travail, la concurrence déloyale, les charges et les histoires de commission départementale d'aménagement commercial ou les histoires que le maire n'a pas respecté la violation des plans locaux d'urbanisme, ça leur est totalement indifférent. Et les chambres de commerce ne leur expliquent pas pour qu'ils puissent justement avoir des notions sur la violation
de tous les documents qui sont réalisés. Oui, alors c'est un milieu très complexe et ce qui est en plus extrêmement étonnant, c'est que le consommateur lambda que je suis aussi, et comme je vous l'avais dit, je suis un ancien repenti de la grande distribution, je l'ai quitté il y a une bonne vingtaine d'années, donc je connais très bien ce sujet. Non seulement le citoyen lambda ne connaît pas bien les fonctionnements, mais même, je dirais, les petits commerçants eux-mêmes, parfois, la tête dans le guidon, pris dans l'entreprise, la création de leur entreprise, maintenir leur chiffre d'affaires, gérer leur personnel, bref, être un vrai commerçant, leur font oublier parfois qu'il y a des institutions autour et au-dessus d'eux, malheureusement, qui peuvent œuvrer contre leurs intérêts et contre une forme de développement abusif de la grande distribution, puisque on avait fait une émission dédiée ensemble, Martine et Claude, à laquelle je renvoie, et puis je renvoie aussi à l'excellente émission que vous avez faite la semaine dernière sur Nexus, avec Étienne Chouard, et Léo Giraud qui était là, et Marc Douat, où vous aviez encore une fois expliqué votre combat dans une approche constituante, cette fois-ci, puisque vous êtes aussi à la fois les défenseurs du petit commerce, mais vous êtes aussi des militants de la démocratie, puisque depuis tellement d'années que vous luttez contre les débordements de nos élus et la corruption, n'ayons pas peur des mots. Vous avez d'ailleurs écrit un livre 418 milliards. Alors rappelez-nous rapidement, avant que l'on commence comme à l'école notre exemple explicatif, rappelez-nous Martine et Claude l'histoire de ce livre et rappelez-nous aussi où on peut le trouver, s'il vous plaît. Alors, merci. Donc, nous, on a eu la chance, parce que c'est quand même exceptionnel d'avoir rencontré un éditeur comme Patrick Pazin, qui a pris le temps de consulter nos dossiers, parce que tout est sourcé. Le livre, quand on a écrit le livre, rien n'est laissé au hasard. À chaque fois qu'on a dénoncé qu'il y avait des surfaces illicites, c'est sourcé, c'est avec les preuves. C'est pas, on n'a pas fait ça. Et en plus, Patrick Pazin s'est intéressé à au fonctionnement, comment les surfaces illicites comment elles sont programmées, parce que là aujourd'hui, étant donné que on travaille, non, il est à l'envers, alors tu vas pas pouvoir. Il faut le mettre derrière nous, si peut-être que tu. Non, il se met à l'envers, il s'affiche à l'envers. Bon, c'est pas grave. Comment dirais-je, aujourd'hui, nous, étant donné que nous avons travaillé sur 57 départements, d'accord? Donc, on connaît le fonctionnement, c'est toujours pareil, entre le préfet, les contrôles, voilà. Et ça, comment il s'appelle, Monsieur Pazin, Patrick a bien voulu faire les mêmes recherches que nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on disait quelque chose, on a recherché dans les textes, on a recherché des exemples. Et donc, il s'est approprié aussi le phénomène que depuis 50 ans, ce sont les institutions, ce sont les gouvernements, ce sont les parlementaires qui ont fabriqué ces surfaces illicites. Elles ne sont pas arrivées par l'opération du Saint-Esprit. Si la grande distribution aujourd'hui peut exploiter des millions de mètres carrés de surface illicite, c'est parce qu'elle a la complaisance de l'État. Parce que c'est l'État. Alors, le parlementaire, alors il faut savoir qu'avant la loi de décentralisation, c'était le préfet qui signait les permis de construire. Après 1981, ce sont les élus qui ont signé le permis de construire. Alors, c'était l'ouverture, c'est le Pandore, puisqu'ils ont pu négocier comme ils ont voulu négocier. Et après, on a vu que l'État, Bercy, a fait des circulaires pour permettre, malgré la loi, pour permettre de créer des bâtiments et des surfaces illicites. Donc, à partir du moment où c'est l'État qui permet la création de millions de mètres carrés de surfaces illicites,
On voit bien après les entraves qu'on a de l'État pour qu'on ne puisse pas mettre à jour toutes ces surfaces illicites. Alors, au début de la loi, quand les commerçants étaient suffisamment nombreux, suffisamment efficaces, que la grande distribution n'avait pas l'expansion qu'elle a aujourd'hui, il existait un rapport de force entre les commerçants, donc c'était le Sidunati à l'époque, et les élus. Et de ce rapport de force, ils ont réussi à obtenir la loi Royer qui permettait qui permettait les équilibres, qui permettait d'avoir une concurrence claire et loyale. La loi, elle est parfaite si elle était appliquée. Hein, ça, il ne faut pas revenir là-dessus. Préalablement à la loi, il y avait eu le traité de Rome en 1957. Et dans le traité de Rome, il était déjà prévu qu'il fallait lutter contre les abus de position dominante, contre la concurrence déloyale et imposer des amendes pénales à ceux qui contrevenaient à la loi. 1958, c'est pour ça que ça nous intéresse de travailler avec Étienne Chouard et vos associations par rapport à la démocratie. 1958, la Constitution qui dit il faut respecter les traités, donc il faut respecter le traité de Rome, et automatiquement, en 1975, il a été déjà prévu dans la loi les amendes pénales pour tous ceux qui se seraient implantés sans autorisation d'exploitation commerciale. On arrive en 1986, il y a une grande ordonnance, l'ordonnance contre la concurrence et la répression des fraudes, une grande ordonnance qui met en place une autorité, l'autorité de la concurrence et de la répression des fraudes, qui est censée contrôler. Mais à partir du moment où l'État fait des circulaires qui permettent les surfaces illicites, bien on voit bien que cette autorité va laisser filer toutes les fraudes. Donc on avance. Après le traité, on arrive dans les années 2000-2010. Là, il va y avoir le traité de fonctionnement de l'Union européenne et le traité de l'Union européenne. Dans ce traité de fonctionnement de l'Union européenne, ils reprennent exactement l'abus de position, lutter contre l'abus de position dominante, la concurrence déloyale et encore mettre des amendes pénales. C'est pour ça que nous, on dit, mais de toute manière, si les amendes pénales ont été retirées en 2008, de par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, ces amendes, elles doivent toujours être ordonnées. Or, le gouvernement ne veut toujours pas remettre ces amendes pénales. Et surtout pour toutes les constructions irrégulières, tous les permis de construire frauduleux. Et c'est pour ça que c'est intéressant de refaire une émission aujourd'hui, c'est qu'il a été établi 3 rapports. Un rapport de la Cour des comptes, un rapport de la Direction générale des collectivités territoriales, un rapport du Sénat qui indique que 80% des actes administratifs ne sont pas contrôlés par les préfets. Donc, on est vraiment dans la violation de l'article 72 de la Constitution, puisque les commerçants, on ne peut pas saisir le tribunal administratif pour faire juger tous ces permis de construire frauduleux. Le préfet dont l'objectif, c'est dans la Constitution, il doit contrôler que les permis de construire, qu'il n'existe pas de permis de construire illégaux et qu'il doit les déférer directement. Il ne le fait pas. Donc, porte ouverte, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Et là, le 4 décembre, nous sommes passés en commission nationale d'aménagement commercial contre le Lidl de Moggio. Et le Lidl de Moggio, qui avait triché en 2016, qui a triché en 2017, triche encore en 2025, et on leur a encore accordé l'autorisation.
Voilà, c'est là où on en est là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de constitution puisque le préfet ne remplit plus sa mission. Tout à fait. Alors, c'est éloquent, hein. Merci Martine de nous donner ce petit résumé historique, hein, qui est très carré et qui nous fait prendre conscience à la fois de l'évolution, puisque le législateur a quand même travaillé, hein. La loi Royer était quand même là pour remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ça peut paraître pour nos auditeurs et pour le citoyen quelque chose qui ne les concerne pas, mais il faut quand même savoir que si aujourd'hui on se retrouve avec des petits commerçants quasiment inexistants, des centres-villes en plus avec les plans d'urbanisation et les démarches qui pourraient être légitimes écologiques sont désertifiées. On a aujourd'hui des chambres de commerce et d'industrie qui ne font plus non plus leur travail au niveau du dynamisme économique et que contrairement à la doxa que l'on entend en permanence concernant le fait que la grande distribution crée des emplois, alors ponctuellement elle en crée par l'embauche, mais qu'est-ce qu'elle détruit? Et ça, je peux le confirmer comme un ancien de la grande distribution et un ancien patron. On est destructeur. Enfin, moi, j'étais aussi destructeur d'emplois, même si je travaillais dans des petites enseignes, hein, type Intermarché, Bravo, des enseignes qui n'existaient pas. On n'était pas dans des grandes surfaces, quoique ça m'est déjà arrivé d'être sous enseigne Carrefour ou des gros Leclerc. Et effectivement, il y a une vraie problématique de territoire, une vraie problématique communale, puisque on sait très bien la grande distribution, pour ceux éventuellement qui n'en auraient pas conscience aujourd'hui, est un trust dont le gâteau est partagé par quatre entités, que ça n'arrête pas de se racheter au fur et à mesure du temps, que c'est une grande concentration, que contrairement à ce qu'ils nous disent, il y a des accords tarifaires et il y a des accords concurrentiels, bien entendu implicites, puisque c'est interdit par la loi, et que leur pouvoir financier de coercition vis-à-vis et de corruption vis-à-vis de nos élus est total. Il est donc très important pour des gens comme vous, des gens comme nous et pour les citoyens qui sont conscients que la vie économique de nos communes sont importantes, que la grande distribution est à la fois un prédateur qui ne rend pas service à la communauté, destructeur d'emplois et aussi malheureusement, puisqu'il ne fait pas que détruire des emplois alimentaires, hein, mais tous les services autour, puisqu'on sait très bien qu'une petite ville dynamique avec ses petits commerçants tisse du lien, hein, intergénérationnel, mais aussi un lien important. Et votre combat est tout à fait légitime pour dénoncer tout ça. Pour clôturer juste la présentation, pourquoi 418 milliards exactement? Comment avez-vous calculé ça? Je ferai aussi une petite incise sur l'excellente maison d'édition, en effet, Talma Studio, à qui j'espère qu'un jour nous pourrons consacrer une émission, parce qu'il édite notamment, je sais aussi Étienne Chouard, il a édité Alexandre Langlois. C'est une maison d'édition engagée. Nous avions reçu d'ailleurs son directeur, monsieur Bazin, lors de votre émission. Et si vous pouvez faire vivre cette maison d'édition et aussi aider Claude, et en toute franchise, en achetant ce livre, vous y découvrirez avec stupeur effectivement ce que Claude et Martine combattent depuis des mois. Alors, dernière question et après on passe à l'exemple. Vous allez pouvoir jouer les professeurs, Martine et Claude. Pourquoi 418 milliards alors? Alors 418 milliards, ça représente les infractions de la région PACA sur les dossiers que nous avons travaillés sur la région PACA. C'est-à-dire qu'on avait le gros Carrefour Vitrolles, c'est là où on a été ruinés, hein, tous les deux, donc on a l'exemple. Carrefour Châteauneuf-les-Martigues, c'est pareil. Ils obtiennent des régularisations, mais sans que personne ne regarde que les bâtiments sont irréguliers. Hein. C'est ça le gros problème, c'est le manque d'efficacité des commissions départementales d'aménagement commercial et national.
Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Carrefour Vitrolles. On a travaillé sur des carrefours, même à Nice, Carrefour Lingossière, Carrefour Antibes, Carrefour, voilà, toute leur vente au déballage, tout leur dépassement de mètres carrés. Et à l'époque, quand on a fait nos dossiers, les amendes pénales, c'était 1 500 € par mètre carré et par jour par infraction. C'est une amende de 5e classe, puisque c'est une amende qui punit la destruction des autres. C'est-à-dire que là, quand ils font des surfaces illicites, c'est une guerre économique pour prendre le chiffre d'affaires et pour prendre les places de leurs concurrents. Donc, cette guerre économique, elle doit être sanctionnée, elle doit être dissuasive et elle doit être au maximum. C'est pour ça que les amendes pénales, c'était des amendes de 5e classe. Donc, quand on a commencé à calculer les infractions, ce sont des infractions jusqu'en 2008. Jusqu'en 2008, les infractions, c'était 1 500 € par mètre carré et par jour d'infraction. C'est M. Nicolas Sarkozy qui a, pour ses copains de la grande distribution, a retiré les amendes pénales puisque nous arrivions au bout de faire la démonstration et avec sa circulaire de 2008, parce que c'est M. Sarkozy qui a fait une circulaire en 2008 qui a permis la création de 4 millions de mètres carrés de surface illicite. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Et ces amendes pénales, incroyable. Même si elles ne sont pas dans la réglementation française, elles sont dans la réglementation du traité de fonctionnement de l'Union européenne que l'État français ne veut pas appliquer. Il a signé. Et qu'il a signé. Il a signé ce traité. Hein. Ils se sont engagés, ils l'ont signé. Oui. Oui. Donc ça, c'est l'article 53. Voilà, c'est l'article 53 de la Constitution. C'est-à-dire que quand la France s'engage à signer un traité, elle est obligée de l'appliquer. Mais là, c'est pareil. C'est comme le reste. Hein. La France, de toute manière, si on faisait l'inventaire de tout ce que la France ne respecte pas, je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs, la France, elle tient debout encore. Hein. Oui, c'est une vraie catastrophe. C'est vrai. Alors donc moi je suis très étonné et après on va passer donc il nous reste la petite demi-heure, hein, on est à la mi-temps de notre émission. On va passer au cas de figure parce que c'est intéressant que les gens se rendent compte quand même comment ça fonctionne. Hein. 418 milliards, c'est donc juste l'historique de l'argent dû sur une région. Je pensais que c'était au niveau national. Oui, c'est que la région PACA. Ah oui, alors d'accord. C'est énorme. Oui. Et vous avez une estimation, vous avez réussi, Martine et Claude, à faire une estimation de ce que ça peut représenter au national? Parce que nous avions tous les documents. On s'est basé sur les documents d'origine, les extensions qui ont été faites illégalement. Vous avez le Leroy Merlin à Nice, il devait créer une galerie marchande pour les artisans, il se l'a accaparé. Il n'a jamais créé cette galerie marchande pour les artisans. On a Nice-Lingossière, c'est pareil. Nice-Lingossière a poussé les murs sans aucune autorisation. Voilà, de toute manière, vous allez dans le Var. Dans le Var, les maires, ils violent les plans de prévention des risques, il n'y a pas de problème. Voilà, donc les dossiers, je vous dis, quand on annonce 418 milliards, ce sont des chiffres sourcés avec la législation à l'époque où on avait les dossiers, où on a saisi le préfet, où on a saisi le procureur, et tout ça est parti, personne n'a poursuivi. Alors, j'ai écouté l'émission de la... On n'a pas le dossier à l'origine. Hein. Parce qu'il faut pouvoir dénoncer, il faut avoir le dossier de l'origine, les extensions, et de savoir. C'est pour ça que maintenant, vous avez les préfectures, ils ne publient plus des éléments que les gens pourraient se rendre compte. Les inventaires ne sont plus publiés. Donc, si vous voulez, ils retirent des sources d'information. Ils retirent des sources d'information pour que les gens ne se rendent pas compte des infractions de la grande distribution. Ouais, l'ignorance fait vivre. Dites-moi une question
vous avez combien d'archives? J'ai suivi l'émission la semaine dernière. Eh ben, Il paraît que vous avez on les a une toujours. pièce énorme, mais est-ce que vous avez estimé un On a jour les tous nos archives dossiers. des dossiers? Voilà. On a les archives de tous nos dossiers depuis 30 ans. Donc là, on envisage de monter une équipe pour venir scanner et que ça serve aux autres personnes, parce qu'il faut que les gens sachent comment un élu fait défaut, comment la grande distribution magouille dans les dossiers, elle n'est pas contrôlée, sache comment la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, lorsqu'elle est sur un dossier, elle fait des entraves à la justice, elle ne met pas dans ses rapports la réalité des choses. Donc, c'est une entrave des fonctionnaires qui ne représentent pas la réalité devant le procureur de la République. Et après, le procureur de la République, il nous dit carrément, le juge d'instruction nous dit, mais il n'y a que vous que ça intéresse. Donc, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont s'intéresser, déjà de s'intéresser que les préfets ne font pas les contrôles. Donc, ça laisse à supposer tout ce qu'on veut. Ça remet en cause l'issue d'une procédure. Oui. Alors, de toute façon, nous, avec nos émissions d'actualité, on s'engage à vous suivre, hein, notamment d'abord parce que vous êtes des consultants extérieurs et que ça fait partie des actions qui nous semblent essentielles. Je répète que ça peut paraître anecdotique pour certains, mais nous sommes tous des consommateurs, nous sommes tous complices d'une certaine façon, moi le premier, puisque nous allons tous dans ces grandes surfaces qui pourraient être effectivement pour nous une démarche de facilité, croire aussi qu'on achète bon marché avec un meilleur rapport qualité-prix. Mais malheureusement, encore une fois, pour être un ancien et pour avoir travaillé là-dedans, je peux vous assurer que vous pouvez acheter des fruits et légumes, de la viande et des produits de première nécessité en direct quand vous avez la chance qu'il y ait soit une organisation, soit une ferme ou un maraîcher qui vend directement sans intermédiaire, et vous avez des produits de meilleure qualité et moins cher que la grande distribution. Il ne faut pas oublier qu'il y a des intermédiaires, qu'il y a des centrales d'achat, les pressions diverses et variées qu'ils font sur les acheteurs et les vendeurs, que la plupart du temps, ce ne sont pas les producteurs qui décident de leur prix de vente. Enfin, il y a tout un système à dénoncer, que vous dénoncez, vous, in fine, dans la logique et dans la chaîne de distribution, c'est le cas de le dire, mais il faut que nous prenions tous conscience que malheureusement, nous devrions pouvoir aider nos petits commerçants et nous devrions pouvoir aider avec une autre mode de consommation, avec d'autres réflexes, et que nous ne devrions pas céder à la facilité, mais ça c'est toujours facile à dire aussi. On est tous les premiers à pester contre nos portables et contre notre aliénation, mais on est tous en train de regarder nos portables. On a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes aussi. Hein. C'est-à-dire, on croit que c'est la facilité, mais c'est une facilité qui a été organisée par les institutions. Parce qu'à partir du moment où vous avez, dans une commune, où vous avez laissé s'implanter à l'extérieur des villes, vous avez laissé s'implanter une surface illégalement, bien, le consommateur ne peut pas découvrir, ne peut pas rechercher. Le consommateur, il pourrait être responsable s'il avait vraiment l'information. Mais à partir du moment où les journaux, la grande presse ne parlent pas que les établissements s'implantent de manière illégale, ça veut dire qu'on laisse le consommateur aussi dans l'ignorance. Donc après, c'est sûr qu'il va à la facilité. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'il est intéressant de travailler avec vous, c'est de savoir comment démocratiquement mettre en place des commissions citoyens pour savoir si, quand le maire il autorise une grande surface ou une moyenne surface, on ne dit pas au maire, vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire ça, mais on dit, quand vous avez autorisé,
Est-ce que vous avez respecté votre plan local d'urbanisme? Est-ce que vous avez respecté vous avez lutté contre l'abus de position dominante? Qu'est-ce que vous avez fait pour vos commerçants qui vont être complètement spoliés? Parce que il est là l'histoire. L'histoire, c'est que les élus, ils roulent, ils foncent devant, mais ils n'ont jamais les rétros. Et ils ne voient pas l'hécatombe des commerçants qui tombent. Parce que quand ils ne regardent pas... Ils le savent très bien, Martine, ils le savent très bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Investissent à fond. Je ne sais pas si entre eux, alors ils sont encore plus graves que l'on pense. S'ils ne savent pas, ils n'en ont rien à faire des commerçants indépendants. Mais moi, ce que je voudrais savoir, est-ce qu'ils sont au courant que des commerçants se suicident, que des familles, voilà. Et c'est-à-dire que c'est un manque de courage. C'est parce que nous n'avons pas de commission. Parce que si nous avions des commissions qui ont l'autorité pour dire maintenant, monsieur le maire, voilà, vous avez implanté, mais derrière, voilà, vous avez tué 60 commerçants. Est-ce que dans les 60, vous avez regardé si socialement, vous ne les avez pas effondrés? Parce qu'il est là le problème. Ils ne sont jamais mis en face de leurs responsabilités et comment ils réparent socialement ce qu'ils ont détruit aux commerçants et aux artisans. Parce que ce n'est pas le tout de dire j'ai créé ça. Mais ils ne réparent jamais, Martine. Enfin, tout le monde sait bien qu'ils ne réparent jamais, bien évidemment. Ils ne réparent jamais parce qu'il n'y a pas en face de commission sociale, puisque les commerçants et les artisans n'ont pas de syndicat qui les représente sur la partie sociale. Il est là le souci, c'est que les commerçants et les artisans, 30 000 liquidations. Où avez-vous vu en France une société qui a 50 000 salariés sans qu'il n'y ait un plan d'action sociale derrière? Bien sûr, mais on est bien d'accord. Oui. Mais vous avez tout à fait raison, tous les deux, quand vous dites ça. Oui, bien sûr. Voilà, c'est bien le rôle au sein des mairies, au sein de commissions, de mettre en place des commissions pour savoir comment les individus ont été déclassés. Parce que là, on nous parle de... On ne parle que de la grande distribution. Elle fait des emplois, elle est ceci, elle est cela. Mais faire le rapport entre le tribunal de commerce, ce qu'il a saisi, parce que non seulement ils ont ruiné les commerçants, mais en plus, ils sont saisis de leurs biens propres. Oui. Donc, alors, un jour, on fera une émission sur les tribunaux de commerce, si vous voulez. J'en ai quelques-unes à vous raconter aussi. Alors là, je vous raconte tout, comment ça se passe dans les tribunaux de commerce, il n'y a pas de problème. On a été bien victime. On a bien été victime. Et comment... Oui, je sais très bien. Alors là, comment ça s'appelle? Un procès équitable, impartial. C'est pas au tribunal de commerce qu'on les rencontre. C'est pas au tribunal de commerce que ça se passe. Hein. Il vaut mieux en rire, mais ça prête à pleurer, on est bien d'accord. Et puis il y a aussi une autre chose, vous parlez à juste titre de la responsabilité du maire et du conseil municipal qui va avec, hein, puisqu'il ne décide pas tout seul en l'occurrence. Il faut savoir aussi que comme il n'y a pas de contre-pouvoir au niveau local, il faut dire la vérité, aujourd'hui la démocratie ne fonctionne nulle part, y compris dans nos communes, et quand on veut bien avoir un petit peu de participation, de consultation, la plupart du temps on présente des projets, et puis il n'y a pas de contradicteurs, souvent on fait des conseils de quartier et on demande l'avis alors que la décision est déjà prise. On parle même pas des moyens de corruption et de coercition qu'ont les grandes surfaces quand elles veulent faire marcher la machine. C'est une image habillée avec les petites valises, hein, mais il y a quand même une vraie corruption en amont, il faut le savoir, ou même une corruption en aval, une fois que c'est ouvert avec quelques avantages. Et le citoyen, lui, n'a pas son mot à dire, et quand il a éventuellement son mot à dire, il est devant des commissions d'information
qui lui brosse toujours le même portrait, c'est-à-dire un monde idéal où la grande distribution va faciliter les échanges, va prendre en place la construction du rond-point dont on n'a absolument pas besoin sur la départementale ou la nationale, va créer des emplois mais sans parler ceux qui détruisent, ne va pas parler bien évidemment de la destruction sociale et de tout ce que ça peut détruire aussi au niveau des centres-villes et tout, encore une fois, le tissu économique local, y compris les productions, hein, puisqu'il y avait certaines enseignes à une époque qui parlaient de faire travailler les locaux, les productions locales. On a vu ce que ça a donné, je citerai pas d'enseigne. Bref, on a aussi une responsabilité citoyenne. Nous devrions avoir notre mot à dire et nous devrions être informés correctement. Et c'est pour ça que on est très heureux de vous avoir au sein de notre association pour faire passer le message et travailler dans ce sens, parce qu'il y a quelque chose qui est porteur d'espoir pour l'avenir, à mon avis. Alors, il faut savoir quand même qu'au sein des chambres de commerce, je parle des années avant Sarkozy, hein, il y avait, puisque c'était, comment ça s'appelle, c'est Pierre Bérégovoy qui avait mis en place le schéma de développement commercial, qui a mis en place les inventaires des grandes surfaces. Et là, il y avait des commissions au sein de la chambre de commerce. Quand il y avait une implantation, il était réuni les commerçants concernés et il était réuni le porteur de projet. Donc, les commerçants savaient à quoi s'en tenir et ils savaient ce que c'était une commission départementale d'aménagement commercial. Mais Sarkozy est arrivé, il a tout supprimé. Donc, à partir du moment où il a supprimé toutes ces réunions qu'il y avait dans les chambres de commerce sur les implantations, et ça a été comment on appelle ça ? L'iceberg, il s'est enfoncé. on a enfoncé. C'est vraiment, on a caché toutes les informations. Oui. Et le commerçant, il ne peut voir que quand c'est publié dans la presse. Alors, s'il n'est pas la presse, ben c'est tant pis pour sa gueule, hein, excusez-moi l'expression, hein. C'est publié dans la presse qu'il a eu une autorisation. Mais il n'a jamais été informé ni une réunion à la mairie avec les, comment ça s'appelle, avec les commerçants. Il n'y a personne qui est venu l'informer qu'il y allait avoir un projet et que le projet était déjà autorisé. Bien sûr, bien sûr. Ils sont sans citer de nom, mais pour être sûr des sources et pour l'avoir vécu, je peux vous dire que M. Sarkozy, il n'allait pas seulement faire des vacances avec M. Bolloré à la suite de ses élections, mais qu'il a rencontré à plusieurs reprises et de façon très amicale deux des familles possesseurs historiquement de deux des plus grandes enseignes de la grande distribution française. Il y a à tous les niveaux une collusion, parce que à la fois il y a une corruption par le bas avec certains maires, pas tous, hein, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, il y a des maires qui pensent réellement que la grande distribution peut être quelque chose d'important, y compris quand il n'y a rien, c'est assez paradoxal. Alors encore plus quand il y a déjà un tissu économique local avec des petits commerçants, mais la corruption est aussi par le haut. Et je ne peux pas citer de nom, mais je peux vous garantir que je l'ai vu de mes propres yeux, donc je peux vous le garantir. On va passer donc, monsieur et madame le professeur, aujourd'hui, rapidement, hein, il nous reste un petit quart d'heure, pas plus. On va passer donc à l'explication. Alors déjà, pour pouvoir agrandir un magasin, il y a une commission. Alors, est-ce que tu peux, Martine, nous expliquer ce que c'est cette commission, comment elle s'appelle, cette acronyme, le CDAC, ce que ça veut dire? Tu en as déjà fait référence, mais nous expliquer ce que c'est que cette commission, s'il te plaît. Alors, la commission départementale d'aménagement commercial permet... Alors, si le travail est bien fait, hein, j'entends, hein, par le préfet. Parce que, étant donné qu'avec tous ces millions de mètres carrés de surface illicite, je ne vois pas comment on peut avoir vraiment des études d'impact correctes. Alors, le porteur de projet va voir le maire, dépose un permis de construire. Si le permis de construire dépasse 1000 mètres carrés de surface de vente, le maire adresse le dossier au préfet, à la préfecture, au secrétariat de la préfecture,
de la commission d'aménagement commercial et va y avoir une réunion avec des élus. Donc, ça va être le maire, l'intercommunalité, le département, le représentant des maires de France, un représentant de la région. Et ensemble, ils vont dire, est-ce qu'on peut accorder ce projet? Il faut savoir qu'ils ont le dossier 3 jours avant ou 4 jours avant. Hein. Donc, ils n'étudient pas le dossier, ils viennent. C'est une simple formalité parce qu'entre eux, c'est du donnant-donnant. C'est que je te laisse faire ce supermarché dans ta commune, tu me laisseras faire le mien dans la commune d'à côté. Voilà comment ça se passe. Hein. Alors, la commission départementale rend un avis. Les 3/4 du temps, ce sont des avis favorables. Et le commerçant, s'il se sent lésé, il fait un recours en commission nationale. Alors déjà, il faut savoir qu'il soit au courant qu'il y a eu une autorisation et qu'il ait les moyens de faire le recours en commission nationale d'aménagement commercial, parce que c'est une question de budget aussi financier. Sur le dossier qui nous intéresse, sur le dossier de Lidl Mogio, le projet... Non, c'est le premier... Ça, voilà, qui a eu une régularisation de 482 mètres. Voilà. Donc, en 2016, la société Lidl vient et sollicite une surface de vente de 1480 mètres carrés qui est refusée. Alors là, elle est refusée parce qu'à l'époque, elle a été refusée en commission départementale. Il redépose son dossier à 1100 mètres carrés. Là, on va faire un recours. On va obtenir l'annulation, la confirmation de l'annulation de l'autorisation en commission nationale. Donc là, après, on a la vidéo suivante. La deuxième vidéo. C'est celle-ci. Non, pardon, je me suis trompé. Autant pour moi. C'est celle-ci, pardon. Voilà. Voilà. Donc, en 2017, eh bien, fort de sa CDAC et de sa CNAC refusée, le maire, avec Lidl, ils vont déposer un projet à 998 mètres carrés 50, c'est-à-dire en dessous du seuil des 1000 mètres carrés. Le permis de construire va être autorisé pour le bâtiment qui est à l'identique du projet qui a été refusé. Donc là, c'est un contournement de la loi, puisque la loi, elle dit, préalablement à la construction, il doit y avoir une autorisation d'exploitation commerciale. Donc, on voit que c'est la même construction, c'est dans la même opération immobilière. Et là, le maire va accorder le permis de construire à 998 mètres carrés. Là, les commerçants ne peuvent pas attaquer ce permis de construire de 998 mètres carrés. Alors, je me permets, excuse-moi Martine, je me permets de t'interrompre pour qu'on comprenne bien. Qu'est-ce qu'ils font? Simplement, ils resserrent les murs et les parois pour que la surface de vente diminue, on est bien d'accord. Hein, rien n'a changé sur le plan général, c'est juste à l'intérieur sur la surface de vente, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Ils retirent 417 mètres carrés pour être en dessous du seuil. Mais ce qu'ils ont fait, pour être sûr d'être vraiment en dessous du seuil, ils n'ont pas déclaré le SAS de 64 mètres carrés. Que l'on voit en bas à gauche, là, tout à fait. Voilà. D'accord? Mais comment peut-il, excuse-moi Martine, je me permets de t'interrompre hein, pour pouvoir essayer d'interagir. Comment peuvent-ils ne pas déclarer une zone qui est, y compris sur les plans visibles, comme commerciale? Je ne comprends pas. Mais parce que c'est le préfet qui n'a pas fait son rôle. Ah, le préfet... Okay. Si il présente si le préfet avait contrôlé ce permis de construire, il aurait dû le déférer devant le tribunal administratif pour qu'il soit annulé.
puisqu'on est avec un bâtiment le bâtiment, j'ai oublié de l'inscrire, c'est un bâtiment de 2400 mètres carrés. Oui, avec les réserves, les infrastructures, etc. Alors, Voilà. une question aussi qui me vient à l'esprit, je connais la réponse, hein, mais je fais le candide exprès. On est bien d'accord que le sas d'entrée fait partie de la surface de vente. Hein, on pourrait peut-être assimiler. Depuis Voilà, 1994. C'est pas l'association en toute franchise qui vient dire depuis 1994, et ça a déjà été jugé, à partir du moment où c'est un établissement unique, d'accord, il est tout seul, à partir du moment où c'est un établissement unique, c'est dès qu'on franchit la porte, c'est une surface de vente. Oui, tout à fait. Donc, là, nous, en tant qu'association, on a attaqué le permis de construire des 998 mètres carrés. Mais qu'est-ce que nous a dit le tribunal? On disait que c'était une fraude. Il a dit, vous reviendrez quand la fraude, elle sera consommée. C'est-à-dire constater une fois que les travaux sont finis, c'est ça? Nous on dit non. On dit, voilà, il a déposé un permis à 2436 mètres carrés sans demander d'autorisation d'exploitation commerciale. Le tribunal administratif a dit, vous reviendrez faire la démonstration que c'est une construction illégale quand il ouvrira ses 400, et on a été déboutés. Mais c'est légal, ça? Il s'appuie sur une législation en vigueur, c'est légal ou pas? Ou c'est juste le tribunal qui a décidé que c'était irrecevable? C'est ça qu'on voudrait comprendre. Est-ce que le tribunal s'appuyait sur une législation, une loi existante pour refuser? Le tribunal a dit qu'en l'espèce, le permis de construire tel qu'il était déposé pour 2436 mètres carrés, avec une déclaration à 998 mètres carrés, d'accord? Ce n'était pas illégal tant qu'il n'ouvrait pas les 417 mètres carrés. D'accord. Puisque il fallait attendre que Lidl vienne demander ses 417 mètres carrés. Tout à fait. Ok, je comprends. C'est clair là, c'est clair. Okay. Voilà. Alors on passe à la slide suivante. Donc, 2025, eh ben, qu'est-ce que fait Lidl? Il demande l'extension de 417 mètres carrés des 998 mètres carrés. Et donc là, par rapport au tribunal administratif, je devrais pouvoir reprendre la procédure telle qu'elle a été arrêtée, initiale, et de dire, je suis désolé, monsieur le président, mais maintenant vous voyez bien qu'ils l'ont consommé. Donc, si vous voulez, ils sont toujours à croire au Père Noël que la grande distribution fait des choses parce qu'elle ne savait pas ou qu'elle ignorait. Mais non, car Lidl savait pertinemment que quand il a construit son bâtiment de 2437 mètres carrés et qu'il a obtenu un permis à 998 mètres carrés sans déclarer son SAS, il savait qu'il était en train de frauder, qu'il y avait un contournement de la loi. Mais comme on a les 3 rapports, comme j'ai expliqué au départ, on a les 3 rapports, la Cour des comptes, la Direction générale des territoires et des collectivités territoriales et le Sénat, qu'il dit, mais les préfets ne contrôlent rien. Oui, bien sûr. Ils contrôlent 20%. Des dossiers, mais tous ces dossiers-là, c'est tous les dossiers que nous dénonçons et que ce n'est pas à nous à faire ce travail. Ce travail, il est à faire par les institutions. Par contre, on va faire la procédure, ça va nous coûter à nous, commerçants. Alors, moi, j'ai deux questions à vous poser, hein, parce qu'il faut qu'on se dirige vers la conclusion. Oui, vas-y, Martine, pardon. Je rajoute de suite, c'est-à-dire que si le préfet fait son travail, ça dure 2 mois. Si nous, on est obligé de faire le travail que le préfet ne fait pas, ça dure 9 ans. Voilà la différence. Pour une procédure qui n'est pas finie, d'ailleurs. Qui n'est pas finie, et qui n'est pas finie. Qui coûte parce que le préfet n'a pas fait son travail. Alors, première question très rapide. Le préfet ne fait pas son travail par manque de moyens, ce qui pourrait être le cas. Hein, on voit dans quel état est la justice actuellement, ou la santé.
ou est-ce que c'est simplement qu'il n'a pas envie de faire son travail et qu'il préfère regarder ailleurs? Il faut pas faire ce travail, parce que si on commence à regarder toutes les autorisations qui sont faites sur toutes des constructions irrégulières, et s'ils vont venir et s'ils réclament la régularisation des 4 millions de mètres carrés de surface illicite créés en 2008, et si il faut qu'ils regardent toutes les constructions illégales avec la circulaire de 1981, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre à jour, enfin pas à jour, mais au devant de la scène. Il faudrait mettre au devant de la scène toutes les illégalités qui ont été construites depuis 50 ans. Tout à fait. Alors, une question subsidiaire. Quand il y a une infraction constatée comme ça, est-ce qu'il y a la possibilité de faire jouer l'antériorité et de pouvoir condamner a posteriori? Normalement, oui, mais c'est encore mais c'est une procédure qui va encore durer 3 ans, 4 ans, 5 ans? Oui, j'entends bien, mais l'infraction constatée peut avoir un effet rétroactif, on est bien d'accord. Alors, il n'y a pas de délai de prescription. Nous, on va le dénoncer. Mais on va encore passer par les guignols de service, d'accord? Parce que c'est comme ça qu'ils nous prennent. Hein. On est les nains de jardin ou les guignols ou les fous de Bercy, comme on veut, les gueux. Mais ce qu'il y a, c'est que si les citoyens s'en emparent, automatiquement, on va aller 2 fois plus vite. C'est pour ça que dans les élections municipales, il faut être sûr déjà qu'on va avoir des maires qu'on va pouvoir contrôler, parce que là, ils sont en roue libre, puisque les préfets ne contrôlent rien. Ils ne contrôlent même pas. Non, puis c'est dans la loi. Je vous rappelle, Martine, que c'est dans la loi. Le mandat impératif est interdit et le maire et le conseil municipal doivent avoir son libre arbitre de décision. Donc c'est même dans la loi et dans le code électoral. Donc on peut, en théorie, il n'a pas à être subordonné à l'avis citoyen et de ses administrés. C'est ça qui est quand même incroyable. Voilà. Donc, on s'est laissé déposséder. On a dépossédé le citoyen de pouvoir lutter contre la corruption. Il est là le truc. Donc, la corruption aujourd'hui, elle a pris des ampleurs. Maintenant, vous avez un rapport au Sénat, un rapport de la délinquance financière. Elle l'a très bien expliqué, la personne qui a été auditionnée l'a très bien expliqué, c'est qu'en plus, avec ce procédé, c'est eux qui ont la main sur les signatures présidentielles, c'est eux qui ont la main sur les 500 signatures, d'accord? On est d'accord? Et c'est eux qui ont la main sur les votes, sur les voix des électeurs, parce qu'ils font tellement de clientélisme avec leur abus de pouvoir, les abus de position dominante, la concurrence déloyale, et c'est une concordance, et qu'ils arrivent, eux, à avoir des budgets colossaux pour faire les campagnes municipales par rapport à une liste citoyenne qu'on est complètement désarmé par rapport à cette corruption. Et chaque élection, on en reprend une couche parce qu'on n'a jamais su faire mettre en place une commission de contrôle de toutes les décisions que prennent les maires et leurs conseillers municipaux. Voilà, parce qu'on voit très bien que les élus dans les oppositions, dans les listes d'opposition, ils se font brinque-baller. Les maires ne répondent pas aux questions dans les conseils municipaux. Les maires ne donnent pas les documents qui sont sollicités par la commission d'accès aux documents administratifs. La CADA. Et ils vous obligent à partir en procédure. C'est la voie de garage. Là, on a encore reçu une réponse ministérielle, de Darmanin, qui nous dit saisissez la justice. Mais il sait très bien que si on saisit la justice, on retourne encore dans un labyrinthe. C'est sans fin. On ne peut pas la saisir parce qu'on n'a pas le droit d'aller en justice. Alors, il n'est de bonne compagnie qui se quitte, malheureusement, Martine et Claude, donc on va falloir conclure. Bien évidemment, tout le monde aura compris que toutes ces procédures ne tiennent que par votre volonté, votre ténacité, votre militantisme et votre
conscience politique, puisque vous êtes les fers de lance d'une citoyenneté qui honore par toutes ces actions. Bien entendu, je suppose que chaque procédure est aux frais de l'association ou à vos frais au départ. Donc j'invite tout le monde à vous donner et à faire en sorte de donner si vous pouvez. Si vous pouvez pas, au moins de faire en sorte que pour les prochaines élections, vous demandiez à votre maire des comptes et que quand vous allez faire vos courses dans une grande surface, vous ne pensez pas simplement à votre acte d'achat, mais que vous compreniez que derrière, il y a un tissu économique qui est détruit, des gens qui sont paupérisés, et puis aussi, malheureusement, il faut le dire, des employés qui sont parfois socialement maltraités, avec développement des contrats CDD, des mamans solo qui se retrouvent avec des contrats à 20 heures par semaine, bref, tout un système de ressources humaines aussi qui n'est pas si humain que ça. Martine et Claude, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous pour la suite avant que je vous laisse conclure, bien sûr. Je vous donne rendez-vous régulièrement. N'hésitez pas, Martine et Claude, à revenir vers nous pour nous tenir informés à chaque fois qu'il y aura une procédure qui est symbolique et emblématique de votre travail, puisque de la même manière que nous collaborons avec d'autres personnes dans l'agriculture, dans la résilience sécuritaire et dans tout ce qui fait que nous pouvons refaire union au sein des communes, le combat que vous menez est représentatif et doit être pris en compte. Donc, on vous suivra à chaque fois. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je te laisse le mot de la fin. Martine, Claude, je te souhaite bonne convalescence. Oui. Alors, le mot de la fin, c'est pour les prochaines élections municipales, ne votons pas pour des maires corrompus. Faisons le ménage. Voilà. Bon appétit si vous n'avez pas mangé. Bon après-midi. Merci de m'avoir accordé votre coupure méridienne et à très vite, Martine et Claude. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt.